rédacteurs de différents journaux ont écrit. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous n'avons pas de journaux, certes, mais nous avons quelques sujets dont nous allons partager et analyser, scruter, pourquoi pas, avec les amis qui sont sur ce plateau avec moi. À ma gauche, un habitué de ce plateau, à la personne de Jean Mollet Kiseki. Il est l'éditeur du journal Les Fax. C'est Jean Mollet qui est bienvenu. Merci beaucoup, Serge. À côté de Jean Mollet qui, nous avons pour sa première participation Jean Delors Kabamba. Il est l'éditeur du journal L'Évaluation. Jean Delors, nous te recevons. Bonsoir. Merci. Et puis, au fait fond là-bas, nous avons l'habitué de cette émission, Samuel Mimbou du groupe L'Explorateur. Samuel Mimbou, bienvenue. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Voilà. Nous allons parler avec les amis sur la rentrée parlementaire de tous les enjeux dont nous avons vu la présence remarquée du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Nous allons aussi parler du mini-sommet avorté ou mini-sommet de Goma où les différents chefs d'État des 5 pays limitrophes de la RDC devaient participer pour parler de la paix en République démocratique du Congo, mais ça a été rapporté pour une date ultérieure. Nous attendons voir les sommets en question. Et puis nous allons aussi parler du congrès de l'Union nationale de la presse congolaise, l'UNPC en sigle, qui devait se tenir à Mwanda, dans la ville côtière. Ça a été aussi poussé. Nous attendons la date que va fixer le comité directeur. Nous allons parler aussi de l'affaire 507 milliards de dollars des reliquats des salaires des fonctionnaires depuis la bancarisation en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il semble qu'il y a 50 personnes qui se partagent cette bagatelle de sommes. Nous allons discuter tout autour de ça avec les amis. Pourquoi pas parler aussi du général John Numbi dont il avait vu 80 personnes étaient parties lui visiter dans sa ferme, là au Katanga. Sans plus tarder, je veux passer la parole à Jean Mollet qui, en étant journaliste, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes tous journalistes. Je préfère que nous commencions par parler de notre congrès. Pourquoi est-ce que le congrès de l'INPC a été repoussé? Merci beaucoup, Serge. Je crois que je profite de votre chaîne BRT pour remercier tous les collaborateurs, tous les patrons de BRT qui travaillent pour l'intérêt de la population nationale congolaise. Je profite encore devant votre micro pour remercier tous mes confrères et conseillers qui m'ont soutenu pendant ces 3 journées que j'ai passées au niveau du parquet général de grande instance sur une plainte de Monsieur Delon. Alors, je crois qu'en ce qui concerne le congrès national de l'INPC, s'il y a eu décalage, c'est par rapport à l'organisation d'ordre technique. Vous savez, aujourd'hui, la RDC n'a pas vraiment de compagnie d'aviation. C'est ce qui a causé préjudice de pouvoir décaler ces congrès-là. Le congrès sera bel et bien lié à Mwanda. Alors, je crois que les organisateurs sont en train maintenant d'aménager un peu, voire rassembler tous les participants, tous les sectionnaires qui devaient prendre part à cette grande réunion de la presse nationale de la RDC. Je crois que je demanderai à tous mes amis qui sont en dehors, à tous mes amis qui tiennent mordicus que ces congrès puissent avoir lieu, de pouvoir tenir la main dans la main. Je félicite devant votre micro le président Kassonga Tshilonde qui se bat bec et ongle pour la réussite de ces forums nationaux de la presse du Congo. Je crois que nous, tous mes amis qui m'écoutent à ce moment ici, le congrès sera là, sera bel et bien lié à Mwanda. Aujourd'hui, il y a un problème d'ordre technique qui a fait que non, il y a certains billets d'avion émis, mais il y a des compagnies d'aviation. Vous savez, n'oubliez pas que dans notre pays, il y a un peu de difficultés sur les compagnies d'aviation. Il n'y a qu'une seule compagnie nationale qui effectue ces mouvements-là. Alors, je crois que nous, on va rassembler tous les participants qui seront d'ici là. Je crois que déjà la première équipe est déjà ici à Kinshasa et on va rassembler tous les participants, tous les sectionnaires ici à partir de la ville de Kinshasa et on fera route ensemble pour Mwanda afin de pouvoir tenir les congrès. Donc le congrès sera là, on a décalé par d'ordre technique. Jean Delors, vous avez suivi la question dont je posais à Jean Mollet en ce qui concerne le congrès de l'UNPC. Ça a été décalé, Jean Mollet a donné ses raisons. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, quelque chose à ajouter pour moi, c'est d'abord remercier les organisateurs. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ont donné raison, soit disant que le congrès ne pouvait pas avoir lieu, puisque ça doit réunir tous les journalistes et les hommes des médias.
de par toute la République. Alors, étant donné que les moyens conséquents ne sont pas vraiment été respectés, n'étaient pas respectés, voulais-je dire, c'est ainsi que on a dit décaler pour que les autres qui n'ont pas eu la possibilité d'atteindre Kinshasa puissent rejoindre Kinshasa afin d'aller à Mwanda assister et participer à ces forums au nom de l'INPC. Voilà ce que je peux dire. Une grande messe de la presse, hein, parce que c'était vraiment important. C'était vraiment important qu'on puisse organiser ces congrès pour évaluer et regarder d'autres choses, la loi sur la dépénalisation des livres de la presse, beaucoup de choses qui doivent se dire. Samuel Mimbouma, il y a d'autres personnes qui disent si le congrès a été décalé, c'est parce que le bloc de présidents honoraires qu'ils avaient tenu un point de presse, Pascal Ondachilunda a fléchi par rapport à leur demande. Non, non, ce n'est pas ça. Le congrès aura bel et bien lieu au mois d'octobre. Bien sûr, la date, il semble, ça sera le 19 toujours, octobre. Le problème, c'est le problème des participants. Les participants viendront de 26 provinces. Ce sont des participants qui viendront pas seulement de Kinshasa, d'autres viendront de Mbumbashi, de Mujimai, de Kananga, les autres viennent de Lituri, de Chopo, des sections, donc des participants ou 3 par province. Voilà. Et puis le problème de l'aviation a fait que d'autres participants n'étaient pas arrivés à temps. Tandis que nous devons être là tous à Mwanda. Maintenant, ça fait qu'on puisse décaler quand même quelques temps, donc quelques jours, pour que ce congrès aura bel et bien dit. Ce n'est pas le fait que les anciens présidents de l'INPC, ils ont bloqué quoi. Parce que l'argent était déjà versé, les billets étaient déjà émis, les invitations sont déjà là, tout le monde connaît, même les numéros des chambres, ils connaissent déjà ça. Alors, comment ils doivent bloquer, vont bloquer quoi? Ils vont bloquer quoi? Ils vont bloquer quoi? Le congrès aura bel et bien lié, mais c'était quelques toilettages, quelques aménagements techniques, et puis je pense qu'il y a déjà nos amis qui sont déjà arrivés, et d'autres équipes arrivent déjà à partir de ce lundi. Il y a d'autres participants qui viendront, qui seront logés jusqu'à ce qu'on va voir tous les participants ici à Kinshasa. D'ailleurs, même dans les grandes assises, la francophonie, je me rappelle qu'à l'IPEF, si on organise une conférence pareille, il y a des journalistes francophones, des fois, ils arrivent tous à Paris. Arrivés à Paris, maintenant, ils partent par exemple vers Beyrouth. C'est toujours comme ça. Même aussi avec l'INPC, le congrès maintenant est à Mwanda. Il fallait que tous les partisans arrivent là-bas à Kinshasa. Maintenant, après Kinshasa, ils vont aller à Mwanda. Même si un jour, ça sera aussi à Kananga. Tout le monde viendra d'abord ici à Kinshasa pour arriver à Kananga. C'est ça. D'accord. Et puis, ça a pris un peu de temps avec nos sociétés d'aviation. Et vous comprenez. C'est ça que Jean-Molek avait dit, nous n'avons pas beaucoup de sociétés d'aviation. S'il faut dire qu'il y a des problèmes internes, ça ne manque pas. Les gens dans leur maison, ils peuvent se tirailler. Mais l'essentiel est que les congrès puissent avoir lieu. C'est ça notre grand souhait. Que nous puissions nous retrouver, laver les linges sales ensemble, en famille, pour élaguer. Il y a des choses, il y a l'assemblée élective qui doit avoir lieu. Dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui doivent trouver solution au travers de ces congrès. Alors, notre grand souhait est que ces congrès puissent avoir lieu. Voilà, nous devons encourager ça. Parce qu'il y a des solutions à trouver. J'aimerais aussi peut-être ajouter quelque chose, parce que vous savez, il y a certaines langues qui disent que non, il y a des couacs au sein de l'INPC. Moi, je pense que non, tous les problèmes qui s'est passé pendant le mandat du président Kassonga Tshilombo a été réglé, même au niveau de la justice. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de discussions, de débats de bas étage. On a besoin que tout le monde puisse prendre part à ces forums nationaux de la presse du Congo. Je crois qu'on a besoin de tout le monde, même ceux qui se disent des camps ailleurs ou l'autre là. Je crois que les comités Kassongo, le comité de retour qui prépare ce forum là, a émis des invitations à tout le monde. Moi, j'ai vu des invitations de ceux-là même qui se disent que non, nous ne participerons pas. Non, on a besoin de tout le monde, comme m'a dit mon frère Serge, que non, le linge sale, c'est lave en famille. Tous ceux qui ont des problèmes, c'est au niveau des congrès qu'on devrait tout régler. Alors c'est comme ça, on a besoin de tout le monde, sans exception d'une personne. Oui, sans exception d'une personne. Vous voyez, je vais passer la parole à Jean Delors. Oui, Jean Delors, nous allons changer de chapitre. La rentrée parlementaire, pas comme les autres. Vous avez assisté, vous avez vu, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, et les sénateurs a pris part aux plénières. Oui. Quelle était votre façon de voir la chose? En tant que journaliste, j'ai trouvé que c'est normal. De par les parlementaires,
Joseph Kabila est reconnu aujourd'hui comme sénateur à vie. Oui. Il était de son devoir, depuis cette législature, à participer à chose aux plénières. Mais il ne lui a jamais arrivé cela. Mais cette fois-ci, s'il est venu, ce n'est pas un événement. Pourquoi ça doit étonner les gens? Moi, je pense que les Congolais doivent quand même être matures pour mesurer certaines choses, savoir comment tempérer les choses. Les temps nous appellent à être ensemble. Et Kabila, s'il est venu, oui, c'est un sénateur. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais il y avait quelque chose de spécial. Dès lors que lui, il est un sénateur, certes, mais voilà, un sénateur qui vient assister aux plénières. Il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a le Premier ministre qui vient l'accueillir pour entrer dans la salle avec lui. Une fois dans la salle, tout le monde s'est mis debout pour applaudir. Il devrait à tout prix avoir ses honneurs. En tant que président honoraire, alors il a un mode de vie spécial. Et à son accueil, les gens doivent bouger. Mais quant à l'événement de sa présence aux plénières, moi je ne trouve pas que c'était un événement hors détail ou bien un événement spécial qu'on devrait y mettre des avis contraires, dire non, Kabila s'il est venu, il y a des enjeux, il y a des cela, mais moi je ne trouve pas cela. Moi j'estime qu'il y a un événement spécial. Depuis que le Congo a été Congo, depuis l'époque d'Isaïe, de voir un président sortant qui est en vie et qui est sénateur à vue, il est venu assister dans une plénière du Sénat. C'est une première en RDC. Oui, c'est pour la première fois dans notre pays de voir un ancien président. Et nos enfants vont voir des anciens présidents. Voilà. Kabila a commencé, peut-être demain sera Félix Tshisekedi. C'est comme aux États-Unis. Il y a le Sénat américain, il y a des anciens présidents qui sont là, ils sont 3 ou 4, 5. Mais ici aussi, en RDC Congo, maintenant nous avons notre ancien président Joseph Kabila qui est déjà maintenant au Sénat, sénateur à vie. C'est un titre honorifique. Néanmoins, tout le monde devait bouger parce que c'est un ancien président. Il mérite les honneurs. Il a mérité ces honneurs-là. C'est normal, mais c'était pour la rentrée parlementaire. Maintenant, dans d'autres sessions, il sera comme tous les autres sénateurs. Bien sûr, nous voulons l'attendre aussi là-bas avec des motions, avec ce qu'il va donner comme les suggestions. C'est ça. Les gens vont profiter de son expérience. Ce n'est pas mauvais de l'accueillir comme tel. Parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, depuis 1960, dans notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu un ancien président vivant. Mais nous avons un ancien président vivant et puis sénateur à vie qui assiste aussi aux plénières, qui participe. Il a cette chance-là. Il a cette chance-là de participer comme un ancien président vivant. Et on peut le consulter. D'autres sénateurs peuvent le consulter. D'autres députés, d'autres politiciens. Voilà, c'est vraiment une bonne chose. Au Congo, c'est ça qui montre que maintenant la démocratie commence à avoir racine dans notre pays. C'est la beauté de la démocratie. Hein? Jamolé qui, Sabel Moumou a dit que la présence de Joseph Kabila, c'était vraiment la beauté de la démocratie. Ça montre à suffisance que les Congolais a acquis une maturité qui peut pousser ces pays d'aller de l'avant. Et Joseph Kabila aussi n'a pas voulu escroquer l'État. Il mange l'argent en tant que sénateur à vie dès lors qu'il ne fait pas le travail. Il a rompu. Moi, je travaille, je mange l'argent, on me paye pour ça, mais je viens travailler aussi. Je mets mon intelligence au service de la nation. J'aimerais ici évoquer 3 points essentiels. Oui. Vous savez, la rentrée parlementaire, c'est quelque chose que le peuple pouvait considérer un non-événement. Parce que c'est comme ça, c'est le devoir des honorables députés de pouvoir siéger pour rédiger des lois de ces pays. Alors, moi, je pense qu'ici, l'arrivée de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, ça ne sera pas un événement. Je crois que les Congolais devaient y avoir la maturité de pouvoir gérer la politique de ces pays. Avoir un chef de l'État honoraire assisté dans ses droits comme sénateur à vie, il n'y a rien de nouveauté là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. Mais c'est de nouveau pour le Congo, c'est la première fois que la population assiste à ça. On peut parler s'il y a de nouveau sur le plan de l'alternance, c'est tout à fait normal parce qu'il y a le chef de vie qui a laissé le pouvoir, il est en vie et il exerce son pouvoir en qualité de sénateur à vie, c'est normal. Mais sur le plan de maturité, moi je pense que ici j'en interpelle à nos sénateurs, vous savez, un de vos collègues qui assiste dans le plénière comme il se doit, vous tous, vous vous élevez pour applaudir. Ça, on va pour l'encourager. Merci pour ce que tu es venu. Continue. Moi, j'ai toujours dit à nos téléspectateurs ici, je suis journaliste, certes, c'est moi qui pose des questions, c'est moi qui mène les débats, mais je réfléchis à même moment avec les amis. Je suis aussi une partie prenante dans ces débats. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, lorsque je mène mes analyses. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des présidents en vie qui sont des sénateurs.
Est-ce que lorsqu'il fait éruption, lorsqu'il Mais fait ça sont les entrer, pays de vieille démocratie, mon on a dit équipe. ce qu'on vient pas. Nous tous, nous tendons vers la démocratie. On a besoin que ce pays aille de l'avant. Alors, l'arrivée de M. Kabila à la plénière du Sénat, c'est quelque chose qu'on devait considérer comme la vie au quotidien. Vous savez qu'après la vie du président, il y a une autre vie. C'est la vie naturelle, comme toi et moi. Et si aujourd'hui il a ces statuts-là de sénateur à vie, c'est tout à fait normal parce que la Constitution lui donne le droit de pouvoir siéger au Sénat en tant que sénateur à vie. Mais vous savez, la classe politique congolaise devait y avoir quand même de la maturité politique dans ces pays. Lorsqu'un sénateur fait entrer dans l'exercice de sa fonction, vous tous vous élevez. Oh là là, ça m'a étonné. Là, ça m'a étonné de considérer ici dans ces pays, on n'a pas assez de politiciens matures. Vous savez, c'est quelque chose de très... Là, vous savez savoir que Joseph Kabila d'abord, hormis être sénateur, c'est une autorité morale d'une grande plateforme qui est le FCC. Ah donc là, il est devenu en dehors de le l'FCC. Sénat d'abord est composé de beaucoup de sénateurs qui sont du FCC. Même aussi notre Parlement. Il y a beaucoup de gens du FCC. Ils considèrent Kabila comme leur autorité morale. Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais que sa se comprenne, s'il présence vous au plaît. Parlement, c'était comme un événement pour eux. Non, c'est pourquoi vous confrère. avez vu même les présidents de l'Assemblée descendre aller l'accueillir. Non, ça c'est de l'anarchie au niveau du Sénat. Ça c'est de l'anarchie. Il n'est pas comme n'importe quel. Non. Là, ça devait se faire à Kingakati et non au plénière de l'Assemblée. Non. Voilà. Ces histoires devaient se faire au niveau de Kingakati. Non, pas à la plénière. Non. Vous suivez les amis. Je pense que l'événement sera venu au moment des interventions. Quand Kabila apportera son soutien, sa parole, et son expertise, de la manière où il doit analyser la chose dans la plénière, je pense que là, ça serait un événement. Puisque les 18 ans qu'il a passé au pouvoir, ce n'est pas petite chose. Et il a des choses qu'il doit dire, qu'il doit changer et donner vraiment des leçons de morale aux sénateurs. Parce que c'est lui, c'est entre ses mains que la République démocratique du Congo a vécu. Pendant 18 ans. C'est beaucoup. Ce n'est pas peu de choses. S'il faut aller du côté de mon confrère Mimbo, qui vient de dire tout à l'heure, évoquer plutôt du côté de l'FCC, parce qu'il est l'autorité morale de l'FCC. Mais là, c'était un hémicycle du Parlement. Ça n'a rien à voir avec l'FCC. Finalement, nous sommes où? Nous sommes où? S'il faut prendre n'importe quoi. Oui, être l'autorité morale, je comprends bien. Acceptons les choses et mettons les choses à leur place, mon ami. Il est rentré dans la scène politique. Vous savez, les fanatismes en politique, pas les fanatismes, c'est les fanatismes. Samuel, c'est Jean Delors qui a la parole. Comment vous pouvez comprendre? Nous sommes dans un plénière du Sénat. C'est une grande institution du pays. Et puis, vous permettez que les fanatiques puissent entrer comme dans un stade de foot, applaudir, commencer à crier tout en... Tout en distrayant les sénateurs. C'était peut-être pour l'ovationner, le dire, bon voilà, courage. Quand de plaise à ceux qui pensaient que bon voilà, vous êtes un sénateur des normes, vous n'assisterez jamais aux plénières, courage, revenez aussi demain. Ça ne fait pas comme ça. Vous savez, nous devons avoir des règles et nous devons avoir des manières. Nous devons grandir s'il faut emprunter l'exemple de Attendez, tu auras la parole. Je disais ceci, que voulu ou pas, Joseph Kabila va entraîner toujours les foules dans ces pays. Dans son étiquette d'ancien président de la République. Même s'il va passer dans un avenir, on va le suivre. On va l'applaudir. C'est ça la chance qu'il a. Même au Parlement. C'est que les députés ont fait. D'abord, il y a d'autres députés ou d'autres sénateurs qui n'ont jamais vu depuis qu'ils sont là au pouvoir. Mais de faire de les voir en live comme ça, pour eux, c'est un événement. Donc depuis... Donc dans leur tête, Kabila vit toujours comme président de la République. C'était un ancien président. Non, c'était un ancien président. S'il vous plaît, alors celle qui restait là va pousser les gens à l'acclamer ou soit à à l'ovationner. Oui, c'est ça. Si ce genre d'histoire peut se passer au stade des martyrs, là je trouverais il n'y a pas de convénient. Mais si au palais du peuple, il y a des sages au niveau du Sénat, moi je trouve que non, ça c'est de l'anarchie. C'est vraiment de l'anarchie. Il faut que nos politiciens quand même aient de la maturité. C'est comme ça, vous avez même nos pays limitrophes qui critiquent nos politiciens à cause des histoires pareilles. Vous savez, ici nous ne devons pas confondre la rue. Samuel, laissez Jean Delors parler. Il faut éviter de mélanger la rue
et l'institution Sénat. Non. C'est Voilà. deux choses différentes. Voilà. Si Kabila passe aujourd'hui dans la rue et que les gens C'est normal. c'est tout à fait réel, c'est tout à fait logique. Mais quand un Mais politicien, pas au niveau un du sénateur Parlement. voit Kabila, même si c'est pour sa première fois, il commence à ovationner et acclamer comme un petit enfant. Ça devient quoi là? Ça C'est une devient quoi, petitesse s'il vous d'esprit. plaît? Vous êtes ligué contre Samuel aujourd'hui. Hein. Non, ça sont les analyses qu'on devait faire pour éradiquer la population. Ça, c'est mon point de vue. Vraiment. Vraiment. Puisque Jean Moleki, toi, tu as la parole, puisque tu as dit que c'est pour cela nos voisins, hein, parfois, c'est manque de nous. C'est manque de nous, à cause des histoires pareilles. Ouais. J'allais maintenant te poser la question en rapport avec le ministre Sommet, voulais-je dire, qui devait se tenir à Goma, le ministre Sommet, dont la ministre des Affaires étrangères a fait un communiqué pour dire que ce sommet s'est renvoyé pour une date ultérieure. La raison qu'elle a poussée, c'est pour le Covid. Hein, les chefs de l'État, ils ont eu peur, ils ne pouvaient pas se rencontrer. Donc ça passera peut-être à travers visioconférence. Est-ce que la raison de la dame ministre des Affaires étrangères tient? Mais je crois que non, c'est logique. C'est logique. Vous savez, aujourd'hui, la pandémie du Covid ravage le monde entier. Alors, jusque-là, sur le chiquet mondial, il n'y a pas de médicaments qui prouvent à suffisance qu'on peut être guéri. C'est la raison pour laquelle, même si on laisse, on a quand même levé les mesures de barrière, mais il y a des mesures draconiennes pour se protéger devant cette monstrueuse maladie qui tue sans pitié. Et aussi aujourd'hui, le mini-sommet qui devait se passer au niveau de Goma et qu'on a pu décaler, ça, ou pu reporter cela, et en raison du Covid. Moi, je pense que c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est pour se prévenir. Peut-être dans l'avenir, on pourra voir ici, on ne trouve pas des médicaments pour guérir cette pandémie. Je crois que non, avec les chefs de l'État, vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ça sur la place publique. Et si aujourd'hui, Mme Zeza a dit que non, c'est raison du Covid, moi je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient parce que cette maladie, cette monstrueuse maladie, tue sans pitié. Mais il y a des mesures de barrière. Effectivement. Toi et moi, nous sommes là, non? Nous avons respecté. Mais nous respectons quand même la distanciation. Mais voilà, ils pouvaient aussi se rencontrer, ce sont ils des mettent les chefs de gants, l'État. ils ont mis des masques, ils respectent la distanciation. Et ce sont des chefs de l'État qui devaient conduire des masses derrière eux. N'oubliez pas. Ils vont conduire des masses derrière eux. Mais s'ils prennent des mesures pour aménager un peu sur le plan technique, où elle est mal. Moi, je pense que non, la raison que la ministre vient de donner, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait réel. Alors, il faut se prévenir, il faut se préparer sur le plan technique, sur le plan de la sécurité. Tout cela compte. Alors, si on a pu reporter cela dans un calendrier grec, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la fin du monde. Les ministres, c'est pour peut-être régler. Je ne sais pas, peut-être là-bas, on devait parler sur la sécurité, sur le commerce, sur les relations diplomatiques. Ce n'est pas un problème. Mais si ça se passe au niveau des vidéoconférences, vous savez, aujourd'hui, à cause de cette pandémie-là, il y a beaucoup de réunions qui s'effectuent au niveau des vidéoconférences. Mais ça dépend de quelle réunion et quelle réunion. Effectivement. Jean Moleki l'a dit, Jean Moleki a appuyé, la ministre l'a dit. Bon, la ministre a peut-être raison, mais dans des salons UP, les gens disent que Fachi, la main tendue à ses homologues, ils ont refusé. Hein. Celle, Lorenzo, peut-être qui avait répondu positivement. La politique de la diplomatie ne reste qu'à l'organisateur. Hein. Bon, s'il faut évoquer la raison du Covid, moi je ne trouve pas que ça tienne debout. Voilà. Parce que nous vivons avec le Covid, ou la Covid, si vous le permettez. Ça fait un bout de temps. Toutes les nations ont pris la résolution de vivre avec cette maladie. Oui. S'il faut aller maintenant du côté de l'organisation du mini-sommet, il a été prévenu depuis très longtemps que les mini-sommets devraient avoir lié. Toutes les dispositions ont été prises. Mais pourquoi à un jour ou 2 jours de la tenue, cela peut avorter? Les gens se sont rétractés. C'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Parce que ce n'est pas seulement la Covid. La Covid, nous l'avons acceptée comme la malaria, nous l'avons acceptée comme le VIH-Sida. Et ça ne peut pas être une raison de dire que non, nous ne devons pas tenir les ministres, ou les ministres ne pouvaient pas avoir lié. Aujourd'hui, là, nous pouvons dire que c'était un échec. Parce que les invités ne sont pas venus répondre. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Alors, il faut que notre diplomatie puisse redémarrer autrement pour changer le fusil de l'épaule. Mais c'était peut-être quelque chose à éviter. Non, mais d'emblée, là, ils devront prendre des dispositions pour que cela ne puisse pas arriver. Vous savez, en matière de protocole, une histoire comme ça qui avorte, des grands diplomates qui devront se réunir, mais vraiment c'est une honte. Ça, nous ne devons pas les cacher. Comprenez que quelque part ça n'a pas marché. Alors, nous devons
revenir à la raison, chercher à maîtriser certaines choses. Mais vous savez, les problèmes qui rongent aujourd'hui la région des Grands Lacs, surtout l'insécurité. Vraiment, ça demande à ce que les présidents invités puissent être ensemble, débattre sur des questions sécuritaires. Voilà, au lieu de parler des grandes questions comme ça, régler ça à travers visioconférence. Non, on devait se voir en face comme ça. Ce sont des problèmes de pays, des problèmes de nations. Alors, si aujourd'hui il s'évite, c'est qu'il y a des choses. Il y a des choses. Mais voilà, Samuel Mimbou, Jacques Delors a dit, hein, il y a des choses comme d'autres personnes disent. Fachi la main tendue à ses homologues dans des pays limitrophes, ils ont refusé de venir participer, sauf celui qui avait donné son kiti, c'était seulement Lorenzo. En diplomatie, ce qu'on dit verbalement, ce n'est pas vraiment... Ce qui s'est fait, voilà en bas, voilà. Normalement, la région de Grand Lac, c'est une région qui a beaucoup d'insécurité, surtout à l'est là. Mais l'insécurité produite en RDC, ça provient de ses voisins. Beaucoup de groupes armés sont là. Vous vous rappelez que les jours que les chefs de l'État étaient partis inaugurer des centres agro-industriels là, vers Kagame était invité, Boussimili était invité, Obasanjo était venu, mais ils ne sont pas venus. T'en es à 0 mètre. Il y a celle le Nigérien qui était là. Oui, celle le Nigérien était venu. Ouais. Et les retours, vous connaissez, c'est de revenir avec l'avion du président de la République. Jusqu'au jour là, j'avais vu ça. Donc ils ont eu peur, hein. Jusqu'au jour là, j'avais vu ça. Ils ont eu peur. Donc, faire voyager... Disons la chose telle qu'elle est. Faire voyager un chef de l'État, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de sécurité. Et ça demande beaucoup de moyens. Preuve, lui-même, lorsqu'il était parti inaugurer, son avion n'est plus venu ici. Même ça, jet blindé, jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. C'est une question sécuritaire. Museveni et Kagame des fois ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas. C'est ça. Comment aujourd'hui vous les invitez, les gens ne s'attendent pas dans une conférence? Mais pourquoi ne pas chercher un cadre hors Congo, hors Burundi, hors Rwanda, hors Ouganda? Félix Tshisekedi bien l'année prochaine. Ils peuvent aller à l'extérieur, même en dehors de l'Afrique. C'est lui qui sera le président de l'Union africaine l'année prochaine. Peut-être qu'il va trouver d'abord solution entre les deux pays, Burundi et Ouganda et Rwanda. Et d'abord, nous aussi même, les Rwanda et la RDC Congo, il y a beaucoup de groupes armés qui sont inféodés par les Rwanda. On a beaucoup de problèmes que nous devons d'abord régler. Alors, appeler des grands leaders comme ça, si la sécurité n'est pas prise en compte, normal, des vrais politiciens ne vont pas venir. Même en vidéoconférence, je ne pense pas qu'ils vont dire quoi. J'aimerais que quelqu'un attend son mandat lorsqu'il sera président de l'Union africaine. Peut-être là, il va mettre un peu de l'ordre là-dessus. De l'ordre, mais pour le moment, ces ministres, c'est à avorter. Il y a un point que mes amis ou soit l'opinion n'arrivent pas à discerner. Vous savez que non, ce sont des présidents de la République. Ce sont des présidents de la République. Ils ont des agendas trop chargés aussi. Peut-être nous ne connaissons pas des raisons pour lesquels ils se sont retirés. Mais par rapport aux agendas, ils étaient déjà avertis depuis. Non, attendez. Vous savez, sur le plan sécuritaire, comment ça coûte. Déplacer un président de son pays jusqu'à un autre pays, vous savez comment ça coûte. Mais nous ne connaissons pas la vraie, comme a dit mon co-débatteur, c'est que non, en diplomatie, ce qui s'est dit, c'est pas ce qui s'est fait sous la table. Vous savez qu'aujourd'hui, là, ce ministre vient d'être avorté, vient d'être reporté à une date au calendrier grec. Moi, je pense que non, nous devons aussi peut-être savoir pourquoi ces présidents ne sont-ils pas prononcés. Mon co-débatteur a évoqué s'il y a entre l'Ouganda et la Burundi et le Rwanda, ces deux présidents ne s'entendent pas sur le plan sécuritaire. Alors on devait prendre toutes les mesures draconiennes pour sécuriser ces personnalités, ces chefs de l'État qui devaient mettre leurs pieds ici en RDC. Alors je crois que ce n'est pas un problème, ce n'est pas la fin du monde comme m'a dit mon co-débatteur. L'année prochaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, briguera la présidence de l'Union africaine. Je crois que sur le plan diplomatique, on devait régler tous ces conflits-là pour chercher la paix dans deux pays limitrophes de la RDC. Dans le pays limitrophe de la RDC, oui, ça met en place un mot. En outre, l'Est de la République du Congo, là-bas, il y a toujours des morts là-bas. C'est là où il y avait les sommets. La semaine passée, il y avait eu autant de morts. Mais ce n'était pas par hasard. Si le chef de l'État avait souhaité qu'on puisse tenir le ministre sommet là-bas, c'est pour tout ça. Pour que ces gens-là qu'on accuse chaque jour, c'est eux qui amènent l'insécurité chez nous, qui viennent vivre ça eux-mêmes. Vous venez, c'est ça, ils sont avertis, ils sont des chefs de l'État. Là où vous voulez aller dans un sommet là-bas, vous attendez, on a égorgé des gens, on a tué des gens par des groupes armés. Alors vous venez des étrangers.
ça donne quelle réputation? Bon, C'est moi, ça. je pense Pour que- l'Est République, donc, d'abord, c'est mal réputé en cas d'assassinat. Chaque semaine, on tue des gens de gauche, déjà. Et c'est dans ce secteur-là qu'il faut aller éviter tes autres. Non. Peut-être si c'était à Kinshasa, peut-être il allait. Ça allait être mieux, oui. Mais à l'Est, là-bas, c'est Voilà. là où il y a beaucoup de morts. Hein. Qu'on compte des morts. Le lieu était Oui, bien prenez une minute, choisi. comme ça on change de Les sujet. lieux étaient bien choisis, puisque nous vivons des morts et des morts chaque jour à l'Est. Pour apaiser aussi la population, Il a fallu oui. que ce sommet aille lier de ce côté-là. Oui. Puisque de tout le temps, il y a les Rwandais qui est accusé, il y a Le Ouganda qui est accusé, Burundi parfois. Ce sont eux qui sont des infiltrés, ce sont eux qui tuent, ce sont... Alors il faut que les présidents vivent de leurs yeux la réalité de la population, comment notre population est menacée. Je pense que Félix Tshisekedi n'avait pas tort de choisir Goma, comme les lieux du tenue du mini-sommet. Mais voilà, Tshisekedi n'avait pas tort. Bon, ça, c'est une question dont je vous donnerai une minute. Le chef de l'État, à travers un point de presse qu'il a tenu, conjointement avec son homologue Denis Sassou Nguesso, ils avaient parlé du pont train-rail. Hein, pont-rail, hein? Oui. Pont-rail. Hein. Donc, qui devait être érigé dans le lit du fleuve Congo. Mais le chef de l'État est resté net. Il a été resté catégorique. Il a dit, avant tout ça, on doit d'abord finir notre port à eau profonde à Banana. Si. C'est ce qu'il avait dit il y a des années. En fait, il y a C'est 2 ce ans. qu'il a dit. Il continue toujours à les dire. Oui, vous avez un mot à mettre là-dessus. Mais Oui. je crois que c'est une bonne chose. Il a raison, hein? Non, non, c'est une bonne chose. Vous savez, pont route rail. Aujourd'hui, si on érige les ponts route rail sur le fleuve Congo, vous savez, ça va profiter, vous savez, avec les taux du pays de notre douane. Oui. Ça donnerait lié avantage aux Congo Congolais de Brazza, Brazzaville. parce que c'est tout près ici. La plupart des opérateurs économiques c'est pas loin. devaient en profiter pour traverser, plutôt entrer leurs marchandises au niveau de Brazzaville et traverser les ponts route rail. Ouais. C'est comme ça. Pour l'économie aussi de la RDC puisse quand même aller de l'avant, on devait quand même construire le port en eau profonde à Banana. Ça sera une bonne chose. Et après cela, parce que les ports en eau profonde à Banana, ça va profiter au peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, je m'excuse. Oui, vas-y. Aujourd'hui, vous savez, on n'a pas assez de ports en eau profonde qui peuvent peut-être héberger ou peut-être recevoir des gros bateaux. C'est comme ça on devait penser d'abord à ériger les ports en eau profonde à Banana et ensuite on va toujours construire. On n'a pas dit que non, lorsqu'on construit les ports en eau profonde, non, on ne va pas construire. Non, non, on devait d'abord donner priorité à l'économie nationale congolaise de pouvoir renflouer leurs caisses et ensuite on pourra construire les ponts route rail. Voilà, Samuel Mimbu, vous ne trouvez pas que le chef de l'État a raison? Parce qu'aujourd'hui, si on commence d'abord par construire ce pont route rail, il y aura le problème. La DGDA n'aura pas assez de recettes. Ça va aussi asphyxier l'ONATRA. Oui, c'est pour des raisons économiques. Oui. Si on fait ce pont route rail Kinshasa-Brazzaville, ça va profiter beaucoup pour d'autres pays. Congo-Brazza. Oui. Congo-Brazzaville, Gabon, et ainsi de suite. Oui. Mais ailleurs des Congo ne va pas vraiment profiter. C'est pourquoi, avant de construire ces ponts-là, il fallait d'abord, au bas Congo là-bas, au Banana, on puisse d'abord faire notre port. Si cela va, donc ça pourra aller. Maintenant, on pourra bien construire. C'est pourquoi les chefs d'État disent que si l'un n'est pas construit, l'autre aussi ne sera pas construit. Donc il avait dit qu'on commence d'abord par là. Oui, dès qu'on va finir le port en eau profonde, et puis on va revenir pour garder l'économie congolaise. Voilà. Au cas contraire, nous allons vivre le cas de l'ouf. Ah oui, les gens les gens ne comprennent pas ça. Hein. Peut-être beaucoup de gens ne voient pas ça. Le chef d'État, il a raison. Oui, ça de placer un mot comme ça, on va changer. Oui. Vous savez, chaque province doit avoir les moyens de sa politique. Oui. S'il faut réellement construire des ponts rails, les moyens de la politique de la province du Congo central sera amoindri. Oui. Si la province, nous voudrons faire vivre la province du Congo central, il faut les donner les moyens. Les moyens, c'est les ponts route rail. Oui. Les ports en eau profonde de Banana. Alors, si nous ne pensons pas à ça, vraiment, ça sera désavantagé que cette province puisse avoir les moyens de sa politique. Là, ça sera des avantages que nous donnons de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Oui. Ça ne nous amènera à rien. Alors, vous comprenez que nous devons d'abord chercher à émerger notre politique économique avant de voir de l'autre côté. De l'autre côté. Alors. Oui. Bon, puisque vous avez la parole, continuez, je vous relance.
Il y a eu l'affaire de 507 milliards de francs congolais comme reliquat des salaires depuis 2011 suite à la bancarisation. Il semble qu'il y a un groupe de 50 individus qui se partagent cette bagatelle somme. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est comme le président Tshisekedi dit, depuis là, il parle de l'état des droits, il parle de changement de mentalité. S'il faut être normal, 50 personnes se partagent 507 milliards de francs congolais. Cette bagatelle somme d'argent. Est-ce que nous n'avons pas froid aux yeux? Nous n'avons pas même peur. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Pénaliser toute une république et des familles comme ça, qui vivent dans la misère au détriment de 50 personnes. Où nous allons avec cette richesse? En tout cas, c'est très grave. Il faudrait que la justice puisse suivre cette histoire. Parce que les gens qui sont pénalisés là, ce sont des enseignants avec ces maigres salaires. Ils ont des enfants à scolariser aussi, ils ont des familles à nourrir, mais ils sont pénalisés au détriment de leur salaire. Mais ça dépasse tout entendement. À mon avis, nous devons donner la place à l'état des droits, nous devons donner la place à la justice de faire son travail. Voilà comment moi je pense. Voilà, vous pensez qu'on doit donner la place à l'état de droit, les autres disent que non, que le Congo est devenu état magistrat, état policier, état magistrat, on traite le Congo dans tous les mots. Samuel Mimbou, Jean-Molé, qui je reviens à vous. Samuel Mimbou. L'auteur de la bancarisation, c'est M. Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre. Lui doit être très... De bancarisation, pas balkanisation. Bancarisation. Ah, ok. Je crie entendre balkanisation, oui. Bancarisation, TVA, c'est lui. Oui. Depuis 2011, le deuxième mandat de Joseph Kabila, c'est lui qui était le Premier ministre. Il a serré les vis. Il a bancarisé. Et il a eu beaucoup de gains. Il a fait des projets comme Kangalonzo. Et il a récolté la fondation Mapon, il a récolté l'université Mapon. Mais la population congolaise n'a rien reçu. On doit l'écouter. Il est parmi les 50 personnes qu'on a citées. C'est lui l'argentier de cette fraude-là, de cette corruption. C'est Matata Mponyo. Matata Mponyo devait apparaître devant la barre, on doit l'écouter. Il doit vous montrer qu'est-ce qu'il a fait avec la bancarisation. Qu'est-ce qu'il a fait avec les TVA? Ça profite à quoi aux Congolais aujourd'hui? Mais pour tous ces phénomènes-là qu'il a fait là de l'économie-là, aujourd'hui, l'économie est par terre. Mais pourquoi le nom de Matata Mponyo commence à être cité partout dans des foirés, dans des combines? Il a semé le maïs là-bas, mais il a récolté son université sans fondation. Avant, il avait la fondation. Pourquoi aujourd'hui un politicien, il vient faire la politique, quelques temps après, il fait la fondation? Quelques temps après, il fait la fondation. Pourquoi il ne peut pas faire la fondation avant de faire la politique? Il vient voler l'argent dans la politique, faire sa fondation et faire ses universités. Malgré, on va te payer bien sûr. C'est ça, les 50 personnes qui prennent le cas en otage, ce sont eux qui doivent répondre devant la barre. C'est contre l'impunité. Le régime, l'état des droits implique mettre fin à l'impunité. Matata Mponyo devra répondre à la barre pour nous montrer qu'est-ce qu'il a fait avec la bancarisation et la TVA. Jean Molé, qui vous aviez suivi Samuel Mimbou. Samuel Mimbou estime que tous ces groupes de 50 personnes dont on a cité leurs noms, ils doivent passer devant les juges, devant les magistrats. On doit savoir davantage qu'est-ce qui s'est passé avec ces bancarisations. Cette somme, c'est énorme. C'est énorme. Je crois que les reliquats des salaires. Je crois que je ne serai pas d'accord avec mon co-débatteur Mimbou parce que vous savez, l'initiateur, le promoteur de la bancarisation, c'est bien Matata Mponyo. Oui. Mais Matata Mponyo n'a pas géré des banques ou des banques commerciales. Si aujourd'hui on devait avoir la main sur les 50 personnes, on devait d'abord commencer à arrêter les gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Et puis ensuite de suite, arrêter même les PDG des banques commerciales. Parce que les rapports bien identifiés et bien dit là-dessus, c'est au nombre de 50 personnes qui profitent de cette bancarisation pour pouvoir mettre la main sur les reliquats. On a parlé bien les reliquats, mais Matata Mponyo ne gérait pas des banques, s'il vous plaît. Si on devait mettre la main, il y a les gouverneurs de la banque qu'on devait interpeller et qu'on devait arrêter. Et on peut encore les PDG des banques commerciaux. Tous ces gens-là se sont mis la main dans les pattes pour pouvoir partager le butin de 507 milliards. S'il vous plaît. Si nous comprenons bien, on a arraché l'argent entre les mains des comptables
qui étaient les comptables d'État, les gens qui payaient les gens dans les différents ministères. Et on a confié ça, les agents PR, oui merci. On a confié ça dans des banques. Et les banques maintenant c'est eux, à travers les réseaux de 50 personnes qui organisent maintenant la mafia. Effectivement, c'est comme ça que j'ai dit que non, on devait interpeller tous les PDG des banques commerciaux. L'idée c'était de maquiller leur mafia. Hein? Tous les PDG des banques commerciaux devaient être interpellés et entendus au niveau de la justice. Bien qu'ils ont l'air couvertis, c'est au niveau de la justice qui devait citer la couverture. Vous savez, aujourd'hui dans ces pays, il y a une politique de parapluie qui se passe, qui étonne les gens dans ces pays. Quelqu'un qui a volé, lorsqu'on l'arrête, non, il y a des étincelles, il y a des appels. Non, on a besoin d'établir l'état des droits dans ces pays. C'est le cheval de bataille du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme aujourd'hui, on a découvert qu'il y a les reliquats de 507 milliards qui se vaporisent dans la nature, on devait mettre la main sur ces gens-là, surtout en ce qui concerne le ministère de l'EPST. C'est là où il y a la magouille énorme au sein du ministère de l'EPST. C'est là où il y a des crocs-à-jambes. C'est là où il y a des détournements des trésors publics. On devait mettre la main sur ces gens-là. Même pas sur ces gens, même ce qui se passe au niveau des fonctions publiques. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fonctionnaires fictifs qui ne partent pas au travail, leur nom qui se figure sur la liste, mais à chaque fin de mois, l'argent sort en complicité avec des ministres et en complicité avec des PDG des banques commerciales. En tout cas, la justice devait faire son travail. Arrêter ces gens-là. Lorsqu'on a dit 50 personnes, on devait arrêter toutes ces personnes-là. Mais on devait arrêter ces gens. Vous ne trouvez pas parfois la justice en question, l'état des droits et le reste, ça n'existe que chez les uns, pas chez les autres. On a vu Saïba. Non, c'est ça. Il y avait des graves soupçons, des détournements qui pesaient sur lui, mais à l'heure où nous parlons, Saïba est relaxé. Mais lorsque la justice met la main sur quelqu'un et qu'il trouve que non, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'infraction, on les relâche. C'est comme ça, les gens du FCC devaient... Non, le dossier était créé. Oui, Jean Delors, le dossier était créé pour Saïba. Vous savez, les problèmes dont M. Jean Mollet qui venait d'évoquer ici des parapluies, hein, oui. Nous devons demander à la justice de faire son travail. Quand on arrête, on arrête. Il y a des interventions qui viennent de gauche à droite pour dire non, voilà, il est sous tel parapluie, il est couvert par tel mandataire, il est couvert par tel ministre, par telle personne, par tel ancien ministre, par tel dirigeant du cartel, et le reste. C'est mettre vraiment en désarroi la justice. Ouais. Ils devront laisser ces autorités-là, ces personnes responsables-là, doivent laisser la justice faire son travail. Au lieu d'intercepter tout le temps, chercher à intervenir, ce n'est pas bien. Voilà. Qu'on laisse ces gens-là, la justice faire son travail jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Samuel Mimi, vous placez un mot, et puis nous allons prendre le dernier chapitre pour comme citer. le disait le maître Lozolo Bambi, 15 milliards échappent au trésor public. Maintenant, l'IGF, on doit les féliciter de ce qu'il a été de faire. À peine arrivé, hein? Oui, on doit pouvoir les féliciter parce qu'ils ont démantelé qu'il y a des milliards qui échappent au trésor public. C'est le moment de mettre la main sur tous ces compteurs-là pour que la population commence à respirer les reliquats du pouvoir. Sinon, aucun compteur, nous serons toujours dans l'impossibilité de fonctionner et le gouvernement et le pouvoir en place, on ne va pas fonctionner parce qu'il y aura toujours des corrupteurs qui vont toujours voler l'argent. 50 personnes, prendre le pays en otage, prendre toute l'économie du pays en otage, vraiment c'est le peuple. C'est pourquoi j'ai dit que c'est pendant les deux règnes, le deuxième mandat de Joseph Kabila, c'est ma tata Il s'est passé beaucoup de choses. C'est ma tata Pogno qui a matatalisé tout le monde. Il a tout matatalisé. Il a même matatalisé tout. Alors je nomme les rigueurs. Maintenant les rigueurs en question, aujourd'hui on va plus de 500 milliards de dollars. Où est la rigueur? Des francs congolais. Où est la rigueur? Mais Jean Delors, mais c'est ça. Au courant de cette semaine, nous avons aussi entendu qu'il y a eu irruption de 80 personnes chez le général John Numbi, dans sa ferme. Quelle était leur motivation? Qu'est-ce qu'ils étaient partis chercher là-bas? Dès lors qu'à l'Est, nous avons besoin de ces armes à lunettes. Hein, de ces snipers là, on en a besoin, mais curieusement, ils se sont allés apparaître chez John Numbi. Nous devons d'abord savoir les motifs et savoir quelles sont ces 80 personnes. Ils viennent d'où? Qui ils avaient compté l'un après l'autre? Qui avait compté ces gens pour savoir qu'ils étaient 80? Vous savez, on ne doit pas être distrait.
qu'on ne distrait pas la population, qu'on ne distrait pas la population congolaise avec des choses. Aujourd'hui, là, vous savez que John Numbi est poursuivi de ça et là. Alors, par rapport à ça, qu'on ne monte pas des scénarios hein, pour nous distraire. Mais je vous dis qu'on ne monte pas des scénarios. Nous ne sommes pas dupes. Ce temps-là a déjà révolu. Les Congolais connaissent les choses telles qu'elles se passent. Alors, nous dire que 80 personnes ont fait éruption dans la ferme, en tout cas, moi, ça me dépasse. Hein. Je ne sais plus comprendre d'où venaient ces gens-là. Et à quel moment? Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? C'est une question qui reste en suspense. Qui reste en suspense. Une question qui reste en suspense, Jean Mollet, qui vous avez la même question. Samuel, vous aussi, préparez-vous. Vous aurez toujours la même question. Et puis, vous allez prendre une minute à la fin pour désannoncer l'émission. Je crois que cette histoire de 80 personnes, pour moi, je la considère comme c'est un énigme. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous savez, aujourd'hui, je vais poser mon co-débatteur pour dire que non, en tout cas, il faut laisser la population tranquille. Je crois que nous ne sommes pas des petits-enfants, nous connaissons ce qui s'est passé dans ces pays. Et si aujourd'hui, M. John Numbi veut se maquiller devant des scénarios politiques, entre guillemets, moi je pense que ça ne passera pas. Est-ce que ces 80 personnes, qui on a arrêté, qui on a tué, qui on a interpellé, venaient faire irruption dans une ferme d'un individu qui a aussi ses gardes, et que ces gardes incapables de pouvoir même attraper une personne? Non, je crois que non, ce n'est pas le temps, ce n'est plus le temps. Laissons les choses trop banales qui se passent dans ces pays, que John Numbi soit apaisé, il est dans son pays, qu'il exerce sa fonction ou pas, il est le fils de ces pays. Si un jour, et que la justice voudrait mettre la main sur lui, il doit répondre de ses actes au niveau de la justice. Mais aujourd'hui là, chercher des faux fouillants, ça ne passera pas. Samuel Mbouja Moleka a estimé que cette histoire de 80 personnes qui ont fait éruption chez John Numbi, c'est de la diversion pure et simple. Bon, si c'est vrai, je condamne cet acte-là. John Numbi, il est cité dans la mort de Chebeya et Fidel Bazan. John Numbi, la justice congolaise, des fois, devait toujours l'écouter, et la justice internationale. 80 personnes vont faire éruption là pour faire quoi? Tanné, lui, c'est quelqu'un, la justice a besoin de lui pour toujours le procès de Chebeya et Bazan. John Numbi, c'était un général de la police, inspecteur de FARDC. Il a ses gardes. Il est calmement dans sa ferme là-bas, il est calme. Il est normal. Donc il est dans son fief. Il vit bien. Bon, 80 personnes. Moi, je doute de ça. Si c'est vrai, moi je condamne cet acte. Voilà. Jean Delors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant que je puisse désannoncer l'émission, je vais vous donner une minute chacun. Tu commences? Oui. Vous avez une minute. Peut-être si vous aviez quelque chose qui vous a traversé l'esprit, que vous auriez pu dire pendant que Samuel parlait, vous pouvez le dire. Dans les cas contraires, par rapport à tout ce qu'on a fait comme débat, si vous avez peut-être quelque chose à placer, un mot à placer, vous avez votre une minute précieuse. Un mot à placer juste avant la fin de cette émission, c'est vous remercier, dire que non, nous devons grandir. Grandir, en d'autres termes, c'est le changement de mentalité. Mettons les choses à leur place. Et la politique ne doit pas nous distraire. Vous savez, les politiciens à leur niveau, ils analysent les choses telles qu'ils ont des intérêts, mais ils ne voient que leurs intérêts, leur ventre. Ils ignorent que la population congolaise a besoin du social. Aujourd'hui, nous sommes dans une misère totale. Nous ne devons pas rester comme ça. Les choses doivent changer et nous devons trouver un pain pour nos enfants, les scolariser et que la vie doit changer. Alors nous distraire avec cette politique de ventre creux et que ces 50 personnes prennent l'argent, ils mettent en poche, ils se construisent et les maisons sont en train de pousser des étages, des immeubles par-ci par-là comme des champignons. Elles sont dans la joie, ils roulent carrosse dans des grosses voitures et jeeps et nous sommes dans la misère. La population groupiste, vraiment ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Samuel Mbouja, ça c'était le mot de clôture de Jean Delors. Joseph Kabila, l'ancien président de la République, reste le sénateur à vie. Il est notre sénateur à vie. Chaque session, chaque mandature, il sera toujours là, sénateur à vie. À ce titre, il ne peut pas briguer notre mandat. Je condamne M. Alain Antoun qui est sorti dans les médias dire que non, il peut encore postuler. Il va postuler quoi? Il reste sénateur à vie. C'est un titre honorifique. Et nous attendons qu'il puisse donner ses arguments au Sénat et présumer nos rapports, et faire beaucoup de choses. Il est vraiment, c'est une bibliothèque
qu'il est là. Nous voulons qu'il soit toujours là-bas au Sénat. Voilà, ça, d'après ça même nous me c'est que Joseph Kabila reste au Sénat puisqu'il est sénateur à vie. Jean Moleki, vous avez votre minute. Conclu aussi. Merci beaucoup. Ici, j'en profite de votre micro pour interpeller tous les journalistes d'y prendre part au congrès de l'INPC qui devait se passer au niveau de Mwanda. Ce n'est plus l'heure des débats, ce n'est plus l'heure des batailles, ce n'est plus l'heure des bagarres, mais l'heure, nous devons être unis pour dégager le consensus afin que la profession du journalisme soit quand même honorée. N'oubliez pas que le chef de l'État a dit dans son micro qu'il donnera, il fera en sorte que non, la presse puisse se revêtir de son quatrième pouvoir. Alors, nous sommes à l'ère où nous devons être unis. L'air a sonné que nous devons tous y participer dans ce forum de la presse nationale du Congo. Et j'en profite ici pour dire à tous les amis d'y prendre part. C'est très important pour l'avenir de la presse nationale du Congo. Et ici, j'en profite de votre micro pour remercier tous les amis qui m'ont soutenu pendant cette période douloureuse que j'ai traversée au niveau du parquet de Grand Naissance sur la plainte de M. Delon. Que Dieu soit loué. Et ici, j'appelle à nos sénateurs de pouvoir relever les débats, de pouvoir considérer la chambre haute comme la chambre de la sagesse et non en venant là-bas pour applaudir, pour des tambours battants, ça ne sera pas bon pour la République puisse aller de l'avant. Voilà, ça c'est Jean Mollet qui vous êtes habitué à lui, il a sa façon de parler. Quand il parle, il ne met pas les gars et il ne ménage pas. Voilà, c'est par là que nous avions mis un point final dans ce magazine d'aujourd'hui. J'étais sur ce plateau avec Jean-Delors Kabamba, il est l'éditeur responsable du journal L'Évaluation. J'étais aussi avec Samuel Mimbou du journal Explorateur, ainsi que Jean Moleki du journal Le Fax. Nous avions parlé avec les confrères sur la rentrée parlementaire du sénateur Joseph Kabila Kabange. Nous avons parlé du ministre Sommet avorté de Goma. Nous avions parlé du congrès de l'INPC repoussé. Nous avions aussi parlé de l'affaire 507 milliards de francs congolais de reliquats du salaire de fonctionnaires depuis la bancarisation 2011 jusqu'à aujourd'hui, ainsi que l'affaire John Numbi. Merci beaucoup, restez fidèles à la compagnie de votre chaîne BRT Africa, la chaîne de business. Je vous fixe rendez-vous au prochain numéro, suivez-nous, en rediffusion lundi à 16h. Au revoir, portez-vous bien.